la rencontre qu'il faut faire sur l'emploi ce soir. On va être avec Lina Ferré et Boris Marcel, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Alors, peut-être avant de faire la présentation, je m'appelle Boris, je suis entrepreneur social à l'origine, je suis un urbain, néo-rural, on commence en tout cas. J'ai monté des projets qui n'ont rien à voir à l'origine, dans l'économie sociale et solidaire, dans l'éducation. Et dernièrement, j'ai fait un tour d'Europe aussi d'un an pour aller identifier les innovations sociales et environnementales les plus prometteuses, que ce soit dans l'agriculture, l'énergie ou encore la vie. Je suis revenu avec un énorme bagage d'innovation, avec le objectif de les dupliquer, de les changer d'échelle. Et cette année, j'ai pris la direction d'une structure qui développe des communautés dédiées à l'agriculture urbaine et périurbaine. Donc, je vais vous parler un petit peu dans la présentation. Alors, déjà, rapidement, agriculture urbaine, c'est quelque chose qui est assez récent, même si on l'a fait depuis très très longtemps. Le terme sémantique, en tout cas, est assez récent. Et il me semble qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand on parle d'agriculture urbaine et périurbaine. Déjà pour ne pas se clasher avec le monde rural, et parce que c'est une des solutions des enjeux de notre temps. Donc j'ai essayé de résumer un petit peu le modèle d'hier, on va dire d'aujourd'hui, le modèle d'agriculture industrielle, le modèle on va dire plus occidental, avec un certain nombre de monocultures ultra spécialisées, des régions spécialisées sur des produits, disparition des paysans, donc on était 50% de paysans en 1950, on est à 1% ou entre 1 et 3%, donc voilà. Au niveau des fermes, on est passé de 2,3 millions à 400 000 fermes, donc grosse concentration, appauvrissement des sols, privation des semences, standardisation des semences, évidemment aussi contribution au réchauffement climatique. L'agriculture, c'est, si on prend la déforestation, les intrants, l'élevage, c'est quasiment 50% des gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est un panorama des enjeux et quand on fait un peu de prospective, on se rend compte qu'il y a des tendances émergentes et qu'il y a déjà plein de petites solutions qui peuvent montrer qu'il y a un modèle agricole plus résilient et un modèle d'avenir. Et donc là pareil, j'ai essayé de résumer. Ça c'est ma casquette Tomorrow, ou Europe Tomorrow. Et parmi ces tendances de demain, donc il y a la multiplication de micro-fermes agroécologiques intensives, dont on parlera sûrement beaucoup mieux que moi. Des sols qui sont restaurés, préservation de la biodiversité, des semences de l'usage, une dépendance beaucoup plus faible aux énergies fossiles avec moins de mécanisation mais plus de savoir-faire manuel, et l'agriculture urbaine et périurbaine qui se situe parmi un ensemble de solutions. C'est pas grâce à l'agriculture urbaine qu'on va favoriser l'autonomie alimentaire des villes, c'est une des solutions. Après, pour faire des cultures céréalières dans les villes, c'est un peu compliqué. Et pour faire de l'élevage intensif dans les villes, c'est pareil, c'est très compliqué. Ça n'existe plus depuis le 19e siècle, depuis le mouvement hygiéniste qui a viré entre guillemets les animaux des villes. Et donc l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est une solution pour l'alimentation qui a énormément d'autres externalités positives. C'est multifonctionnel, on peut dire. Et ça revêt un très très grand nombre de formes. Donc il y a au niveau modèle économique, c'est principalement des modèles non marchands, mais il y a également des modèles marchands, et ce qui fonctionne super bien, c'est le modèle hybride, qui allie non marchand, associatif, et marchand. Voilà, sur les lieux c'est pareil, on fait tous les interstices de la ville, donc ça va du toit et terrasse végétalisée, culture verticale, évidemment la pleine terre, des cultures un peu low-tech, qui sont en sol, ou des cultures même high-tech, et on entend beaucoup parler également. Et après, pareil, sur le système de distribution, c'est plus facile de faire de la vente directe parce qu'on est en ville, directement proche du consommateur, mais il y a aussi plein de systèmes différents. Et les bienfaits sont multiples. Il y a évidemment une contribution non négligeable à la sécurité alimentaire. Il y a la résilience des villes. Je crois que dans les chiffres, c'est à peu près 15% de production mondiale, c'est énorme, et c'est plus spécifique sur le maraîchage, pour un peu le verger et un petit peu de l'élevage. Mais il y a également beaucoup d'autres externalités positives, donc c'est faire lutter contre les îlots de chaleur avec le réchauffement climatique, c'est l'isolation, c'est
c'est restauration des sols, c'est lien social énormément. Quand on fait de l'agriculture urbaine, c'est l'idée aussi d'avoir des espaces de vie, des espaces culturels, de pouvoir faire un barbecue, pas forcément avec de la viande d'ailleurs. Voilà, c'est du développement économique, c'est beaucoup de sensibilisation et de reconnexion à la nature. Nous, dans notre ferme urbaine à Valenciennes, par exemple, c'est des gens qui sont habitués à manger des fast-foods. Et quand on leur fait des ateliers sur l'alimentation saine avec des légumes qui cultivent directement, ça a un impact très très fort. Il faut vraiment se dire que l'agriculture urbaine, c'est pas que sur l'alimentaire, mais c'est sur plein d'autres externalités positives qu'il faut valoriser. C'est parfois complexe parce que quand on aborde ce projet, après il y a plein d'appels à projets différents dans lesquels on doit répondre et à chaque fois on doit aborder un prisme différent. Voilà sur les avantages, donc il y en a plein d'autres. Et concrètement, donc nous, Colbert, donc on est une association qui a pour objectif de développer l'agriculture urbaine pour tous et par tous via la création de services. Donc en fait, on a une tête de réseau, on coordonne des communautés qui sont autonomes. On a une à Valenciennes, une à Montpellier, une en création en Martinique. Et l'idée, c'est de développer des communautés un peu partout qui sont autonomes et qui se basent sur des compétences déjà existantes dans les villes et qui développent les services qu'on propose donc auprès des collectivités, auprès des entreprises et auprès des citoyens. Et ces services, concrètement, c'est l'animation de jardins partagés, c'est la création de fermes de quartier dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est la location de poulaillers, c'est la création de ruches, etc., etc. Et l'ensemble des services permettent de s'adapter au territoire et d'avoir un modèle économique différent. Sur tous ces sujets-là. Voilà, ça je vais passer. Donc les différents services, fermes de quartier, avec enjeux, dans le quartier. Avec une tête de réseau qui forme. Là, la semaine prochaine, on a 2 semaines de formation sur tous ces sujets-là, qui essaie de s'adapter au territoire, qui identifie, qui fait un diagnostic, etc. Avec les communautés. Donc ça, c'est les avantages. Là, vous pouvez retrouver ça sur Internet. C'est une rosace qui est assez intéressante, qui donne bon là, je suis un peu petit, mais qui donne la multiplicité des types d'agriculture urbaine selon les approches. Environnementale, économique, approche santé, approche alimentation. Donc vous pouvez la retrouver, d'ailleurs il y a un bouquin sur, je pourrais vous montrer après, qui résume un peu tout ça. Et alors maintenant, je vais essayer de faire un panorama, mais rapide, parce qu'après il faudrait qu'on laisse la place quand même aux échanges, sur les formes de fermes urbaines, en allant de la pleine terre jusqu'à le hors-sol high-tech, ultra techno, un peu énergivore, un peu moins sur le lien social, pour vous montrer un peu ce qu'il existe en termes de diversité de fermes urbaines. Ça commence par le nom marchand et le plus connu, si je puis dire, les incroyables combustibles, où il fait des vols et des vols, qui vient du UK, d'Angleterre, de Tottenham, et qui a l'idée de réinvestir l'espace public via la production alimentaire. Donc, concrètement, c'est des vagues de culture dans des parkings, un peu partout, et c'est surtout sur une logique de. Il parle d'autonomisation alimentaire, mais aussi de sensibilisation, de lien social et de la création d'espace public. Les jardins communautaires, j'étais à Séville, histoire intéressante, ils ont lutté contre, c'était des tours à l'origine, et ils devaient installer une tour dans ce jardin à Séville, et c'est les habitants qui se sont réappropriés le quartier et qui ont tout fait pour éviter que les tours se construisent, et à la place de ces tours, il y a un énorme jardin communautaire, potager, verger, qui recrée du lien social. On peut voir les externalités positives. Là, c'est toujours sur du système non marchand. Ville fertile, que je vous invite à aller voir, c'est pas très loin, c'est jardin tropical, jardin d'agriculture tropicale, qui est au bois de Vincennes. Là on est sur un modèle hybride, marchand non marchand, donc ils essayent de faire un mix entre productivité et convivialité. Donc c'est des bénévoles, je crois qu'il y a eu un ou 2 salariés à un moment, mais comme c'est sur des petites surfaces, ils ont une petite serre et je crois que c'est une belle carrée, c'est vraiment petit. Ils n'ont pas encore un équilibre économique très fort. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans l'agriculture urbaine aussi, c'est la notion de métabolisme urbain et d'économie circulaire. Comment on récupère les déchets des villes pour en faire des ressources. Donc là, ils prennent les déchets d'un centre équestre, ils prennent. Alors, je ne crois pas qu'ils prennent du marc du café, non, si on remarque, il y a du mycélium. Marc mycéliolisé, c'est le marc de café avec les champignons. Voilà, c'est tous les types de compost qu'on peut utiliser. Et en ville, ça c'est vraiment un sujet intéressant.
Alors pour l'instant, au niveau hygiène sanitaire, on n'a pas réussi à faire en sorte de prendre à grande échelle les déchets humains, les urines et compagnie, qui pourraient être des grandes sources, des grandes ressources. Mais on y travaille et je pense qu'à terme, si on arrive à répondre aux problèmes sanitaires et sociaux, ça peut être une source intéressante pour l'agriculture urbaine. On détroit, pour ceux qui ont vu le film demain, c'est un peu le modèle d'un passage entre une monoculture industrielle à une polyculture agricole, parce qu'à la base c'était la monoculture, c'était les voitures, et donc la ville a complètement fermé toutes ses usines, et donc là on est passé sur une agriculture urbaine avec plus de subsistance, donc ils l'ont fait parce qu'ils en avaient besoin. C'est comme à Cuba. À Cuba, à cause du boycott des États-Unis, ils ont été obligés d'être dans l'agriculture de subsistance et l'agriculture urbaine, ce qui fait que maintenant, c'est un des premiers pays au monde à être quasiment autonome d'un point de vue alimentaire, en tout cas sur le maraîchage. Air Urban aussi, qui était à Colombes. Donc là, c'est 3 modules, système de non marchand aussi. Et donc il y a un module d'agriculture urbaine, un module d'éco-construction et cohabitation et un module d'habitat participatif. Et les 3 se complètent et ça appartient aux citoyens. Donc ça, c'est aussi très intéressant. L'agriculture urbaine, c'est par et pour les citoyens, de manière, en tout cas, de manière idéalisée. Alors, en termes de quartier, donc là c'est l'école vert, c'est la communauté à Valenciennes, et donc on a différents services. La communauté à Valenciennes fonctionne très bien, puisqu'on est sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 200 000 €, pour vous donner quelques chiffres, avec différents services. Donc il y a le service Cultivons nos quartiers, qui est un service de création, animation de jardins partagés pour les maisons de quartier, les centres sociaux. Donc on est en entreprise d'insertion, parce que des gens en insertion qui forment d'autres personnes en situation de précarité dans les centres sociaux, et qui d'ailleurs parfois ça rentre en résonance, ils ont un langage qui est assez similaire, donc c'est un peu plus facile que les personnes qui sont un peu parisiennes au centre et qui arrivent à l'ancienne. Et donc ça nous permet d'avoir une rentabilité qui nous a permis après de développer une ferme de quartier pour et par les habitants avec un économie basé sur les productions, mais qui est quand même assez faible parce que là les sols sont importants à la culture. C'était des anciennes habitations, etc. avant. Donc on fait du hors-sol et il y a une serre également. Autre exemple, c'est à Gardanne, c'est une ferme qui s'appelle la Marcotte. Là c'est typiquement du hors-sol low-tech aussi, avec beaucoup de menuiserie, et c'est pour favoriser le lien social, c'est sur une place. Je ne sais pas où ça en est encore, il faudrait que j'aille voir, mais en tout cas c'est pareil, c'est sur une logique de multiplicité d'externalités positives. On voit la pollution de l'eau, il y a une production d'énergie renouvelable aussi. Donc l'énergie et l'agriculture aussi sont très liés, et c'est assez intéressant de voir les systèmes qui existent actuellement sur ça. Voilà, avec différents services, donc il y a le coworking aussi. Il y a pas mal de choses sur les tiers-lieux aussi en agriculture urbaine. Paysans urbains, Romainville, qui est basé sur le modèle économique, c'est des micro-pousses. Et ils sont incubés par les jardins de cocagne, pour pouvoir s'essaimer, se développer. Très intéressant. Le micro-pousse, je pense que ça a une belle valeur ajoutée en ville. Donc il y a 2 serres, il y a une serre pour des semences et une serre pour le micro-pousse. Voilà, avec toujours une notion de métabolisme urbain, de comment on fait l'économie circulaire et on raisonne de manière un peu plus intelligente qu'actuellement. Ça c'est à Rotterdam, donc on a été les voir. Pareil, donc là le modèle économique est basé, et c'est une différence avec on va dire le rural, il est basé sur la distribution. Donc c'est un restaurant à l'origine, et c'est comme ici, la recyclerie d'ailleurs, le modèle économique est plus sur le restaurant que sur la ferme urbaine, et il y a toute une logique de lien social aussi, puisqu'ils ont fait une campagne de crowdfunding pour créer le pont. Et en fait, à la base, il y avait des rails cloisonnés sur le quartier, et donc le pont permet d'accéder après au jardin partagé sur le toit, et au restaurant qui est sur le toit. On peut voir tout le pont, et après ils ont fait aussi une trame verte et une trame bleue. Donc c'est des trames pour favoriser la biodiversité dans les villes. Autre culture sur toit, potager, c'est un modèle marchand, avec, donc là c'est sur l'hôtel Pullman du groupe Accor. Donc c'est directement les salariés de l'hôtel qui vont aller chercher leurs légumes et qui le revendent dans leur restaurant. Il y a d'autres exemples, pareil. Ils ont fait aussi une expérimentation sur AgroParisTech, sur le toit d'AgroParisTech pour étudier les différents types de substrats,
voir ce qui marche pas, ce qui est plus pollué ou pas, etc. Donc là, je crois que c'est un modèle marchand aussi, c'est différentes entreprises qui se sont associées pour montrer un démonstrateur de culture hors sol. Donc leur modèle économique, c'est à la fois une ferme en hors sol, je crois que c'est 5 hectares, et c'est la location de jardin aussi. Donc je crois que c'est 120 000 € pour le chiffre d'affaires pour la production et 50 000 € pour la location de jardin partagé, avec une zone de démonstration de tous les types de culture hors sol qui existent. Et il y en a pas mal. Donc là, ça vous donne, je crois que c'est une quinzaine de types. C'est des démonstrateurs, tout simplement. Donc là, c'est une notion de pédagogie. Et c'est à Saint-Cyr, donc on peut aller voir aussi. Alors donc, voilà, culture hors sol, on peut avoir des choses comme ça. Là aussi, type de thème. Là, c'est des géotextiles que vous pouvez voir sur les sortes de gouttières en hors sol. L'éco-pâturage aussi se fait plus en périurbain, mais ça existe. Les poules aussi peuvent se plaire en ville. Et en plus, ça mange des déchets et ça prend des œufs, ce qui est quand même assez pratique d'un point de vue économique et d'un point de vue lutte contre le gaspillage alimentaire. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a été voir à Florence, c'est plus de l'ordre de l'anecdotique, mais c'est des modules flottants entièrement autonomes avec de la robotique en ligne. Alors, juste pour vous dire, nous on est quand même plus sur le plein terre et éventuellement le hors-sol, mais low-tech, qui est appropriable par les citoyens, et tout ce qui est high-tech, qui pour nous est très intéressant parce que sortez du buzz, et on parle beaucoup plus de ça, et ça fait des circuits courts, et on reparle de production directe, sans transformation, mais c'est très énergivore. Social est quand même limité quand on est dans des choses fermées où on ne peut pas mettre le moindre insecte parce que sinon ça casse tous les chiffres, et le lien social aussi est très faible. Voilà, donc on va arriver de plus en plus vers le high-tech. Agricole par exemple, qui a high-tech, qui a levé 2 millions d'euros. Là on est vraiment sur un fonctionnement de start-up avec des fonds très élevés. Je pense que ce n'est pas du tout les chiffres qu'on peut voir dans des micro-fermes rurales, qui ont pour autant un impact très intéressant. Donc là, c'est de l'hydroponiture en intérieur avec des laines et compagnie. MyFood qui est assez intéressant. Donc là, c'est une serre à, je pense, c'est 7 000 € d'achat. Et ils sont sur l'aquaponie, je crois, avec des modules qu'on appelle des Zipro verticales. Voilà, donc là, c'est pour les particuliers qui ont un peu d'argent. Collectif Babylone, donc là c'est sur des tiers-lieux aussi, c'est un collectif de plein d'acteurs de l'agriculture urbaine, je pourrais vous en parler, qui ont développé un mix entre énergie et agricole. Et voilà, ICF qui est à Berlin, on a été voir, là c'est de l'aquaponie, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir, il y a un module ici à la Sécurité, c'est mix hydroponie aquaculture, donc en gros, c'est un peu en économie circulaire. Les déchets des poissons sont utilisés en fertilisant pour l'eau, pour les plantes, et l'eau elle est recyclée. Et on croit que les poissons réoxygènent l'eau aussi pour les plantes. Et donc là c'est une grosse ferme urbaine marchande, du coup, qui mise production de poissons et production de salade. Voilà, c'est comme ça. L'UFA à Montréal, là c'est vraiment sur du high-tech, il n'y a pas vraiment de préservation de la biodiversité, parce que c'est quand même très standardisé. Mais par contre, il y a une grosse production. Phoenix, pareil. Et là, on va vraiment dans la high-tech, ferme souterraine, le agriculteur, l'agriculture de champignons. Et enfin, il y a une bâtiment. Donc là, c'est de la végétalisation plus. C'est ce qui fait rêver, c'est ce qu'on voit dans les choses un peu de prospective et d'utopie. Bosco vertical. Il y a Paris, avec qui a réinventé Paris. C'est sur réalimenter Masséna, c'est la gare Masséna, encore en construction, mais vous allez la voir prochainement. Voilà, photo. C'était notre bâtiment pour l'exposition universelle, avec l'idée de faire une production directement sur site. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a beaucoup de grands distributeurs, type Auchan, Carrefour, qui s'intéressent à ça, à faire de la production au-dessus de leur rayonnage. Voilà, ce serait en circuit ultra court. Par contre, c'est pas leur métier l'agriculture, donc ils cherchent des gens pour le projet sur ce genre de sujet. Un autre projet qui va être à Paris, là c'est mix algues, arbres et plantes. Voilà, c'est des bâtiments. Et enfin, pour finir sur une note positive,
C'est un futur éco-quartier qui sera aux Pays-Bas, qui s'appelle Regen Village, qui est basé sur l'autonomie alimentaire, 100% autonome, d'un point de vue énergétique également, et zéro déchet. Et en fait, concrètement, il y a des jardins de permaculture, il y a de l'aquaponie, il y a de l'hydroponie, il y a des maisons de serre, comme vous pouvez le voir là, donc, qui ont une multiplicité de fonctions, à la fois esthétique, à la fois aussi avoir protégé dans sa maison, parce qu'on est aux Pays-Bas, il y a froid, l'isolation. Et ils ont développé tout un système, donc je crois que c'est financé par des Américains, mais on peut voir les différentes couches qu'ils ont imaginées. Donc là, c'est sur la zone climatique, comment on fait des zones de froid, des zones de chaud. Sur l'élevage, où est-ce qu'on fait les zones de production, sur les espaces de socialisation, sur les infrastructures en mobilité douce, etc. Et donc c'est un projet qui est pour, il me semble, 400 habitants, et dans un premier temps, et qui est amené à se dupliquer un peu partout, si ça fonctionne. Avec voilà, des types de maisons, vous pouvez voir les espaces de socialisation avec l'aquaponie et l'hydroponie. Voilà. Mais juste pour résumer, me semble-t-il, le plus intéressant c'est quand même le plein terre et le rural. Merci. C'est super intéressant. Je vais vous présenter effectivement. Donc, bonjour, je vais me présenter. Je suis Lisa Deboué, je suis maraîchère et au paysage. En Normandie, avec Edouard, on a créé une micro-ferme. Vous m'entendez? Ouais. Une micro-ferme sur 2 hectares. Donc je vais vous présenter rapidement pour le coup un petit peu qui on est, pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait, et ce que ça a donné. Alors donc là, ça n'a rien à voir avec la formation qu'on a faite. Je vous fais pas un topo sur la permaculture, je pense qu'ici quand même, ça va vous pousser, ni sur l'agroécologie, la définition. Mais on va partir de là plutôt. Qu'est-ce qu'une micro-ferme telle que Ferme d'Avenir le voit? Ferme d'Avenir, association qui met en lien les gens comme moi, plutôt néo-paysans. Donc, ce qu'on appelle néo-paysans, c'est les nouveaux paysans. Qu'est-ce qui change? C'est que souvent on vient de la ville, qu'on n'est pas enfant d'agriculteurs et qu'on a eu des vies avant. Donc moi, je vous expliquerai après. On nous appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, ou alors on nous appelle les HCF, hors cadre familial. C'est super mot pour dire qu'on n'est pas du cru, quoi. Mais ça ne nous empêche pas d'y aller quand même. Et pour revenir sur la définition de qu'est-ce qu'une micro-ferme, nous on voit ça comme ça, donc c'est au minimum du bio, mais souvent du bio plus, alors agroécologie, permaculture, biodynamie. On va essayer vraiment de remettre de l'éthique dans notre projet. Et on va associer surtout ce projet de ferme à notre projet de vie. On va essayer, dans la plupart des cas, d'être sur des surfaces assez restreintes. On parle d'1 hectare par actif, mais utilisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir une surface plus grande, mais en réellement utilisée, surface utile, on est à moins d'1 hectare par actif, donc par paysan. Et on commercialise tous en circuit court, parce que pour nous, c'est ça qui a du sens et qui fera changer les choses. Avec évidemment une grande diversité de cultures parce qu'on aime nos métiers, que si on y a été à la terre, c'est pour voir la diversité, pour voir toutes les couleurs et goûter à toutes les saveurs. Donc c'est un peu ça qui nous réunit tous. On commence à être un peu nombreux et d'ailleurs s'il y a des gens qui s'intéressent au retour à la terre, j'ai écrit un livre à destination des ruraux qui se posent des questions de partout en Provence. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que c'est réellement derrière. Parce qu'entre la vision fantasmée qu'on peut avoir avec les documentaires réducteurs et la réalité, il y a quand même un delta et je vous invite à enraciner vos rêves parce que c'est beau de rêver, j'ai rêvé, j'ai réussi, donc c'est faisable, mais c'est pas facile, donc armez-vous de patience et de compétences pour y arriver. Alors, je vais passer comme ça. Voilà. Donc, qui sont les néo-paysans? Donc, on va déjà vous expliquer un peu notre parcours. Donc, moi, je suis parisienne, comme je pense la plupart des gens ici. En tout cas, depuis mes 18 ans. Et donc, j'ai fait. Donc, j'ai eu plutôt des études. J'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé une dizaine d'années, presque 15 ans, dans le commerce et l'immobilier. Donc, rien de très rigolo.
Et surtout, j'en ai eu marre et j'ai eu envie de tout changer. À 30 ans, un petit peu avant 30 ans. Donc j'ai démissionné et je me suis inscrite dans une formation en master en management durable pour me rapprocher de ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc, on me demande souvent est-ce qu'il y a des clics? Non, il n'y a pas eu de déclic, c'est un chemin de vie, c'est une réflexion personnelle, c'est de se dire qu'il y a quand même des choses qui vont faire sur cette terre et que pourtant elle est belle et qu'on a envie de jouer pour elle. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc ma première réaction, ça a été déjà de décrocher d'un monde qui ne me satisfaisait pas, donc assez capitaliste libéral, sur l'accumulation des capitaux, et qui, pour moi, ne me nourrit pas. J'avais envie de mettre mon énergie à ça. Donc, j'ai décroché, donc c'est l'histoire du lâcher prise. Je pense que beaucoup d'entre vous parcourent pas mal de littérature là-dessus. Et c'est vrai qu'ensuite, ça ouvre beaucoup de portes. Je vous invite à y croire, à se lâcher prise, parce que, bon, après, tout s'est ouvert, quoi. Donc, après ma DEM, j'ai repris mes études en développement durable. J'ai eu envie d'aller plus loin, parce que le développement durable, on se rend compte aussi que c'est beaucoup de greenwashing, et que ça va pas assez loin. Et que pour vraiment avoir une réelle action, il faut à un moment donné transformer sa vie. Et ce qui m'a amené à m'investir beaucoup dans l'associatif, donc à travers l'UNAMAP, mon premier pas réel d'activiste militante, ça a été de rejoindre l'UNAMAP, d'en devenir ensuite présidente, et il s'est trouvé que cette AMAP était livrée par le Bec et Loin. Donc l'affaire qu'on connaît maintenant qu'elle est suffisamment médiatisée. Et donc ça a été mon premier pas dans la permaculture. J'ai rejoint les Colibris, j'ai été responsable d'une campagne tous candidats avec ces régions. Et ça aussi, ça m'a ouvert l'esprit sur l'importance de réunir un maximum de monde sur le niveau national qui pense qu'il faut qu'on change des choses. Et donc, suite à ça, j'ai créé ma ferme avec les bois. Donc lui, il était de Normandie, c'est lui qui avait le foncier. Donc ça, c'est la première barrière qui pour moi a été très facile. Et c'est peut-être la plus difficile pour la plupart des gens qui veulent y aller. Mais ça s'est fait comme ça. Et on a créé donc cette ferme il y a 6 ans. Donc lui, il avait un background pétuniériste, un bac pro, mais il n'avait pas exercé dedans puisqu'il a fait 10 ans d'éducation à l'environnement, ce qui nous sert quand même beaucoup aujourd'hui. Et ça a été un travail de zéro. Donc, je vais vous expliquer un petit peu d'où on est parti. Donc comme j'expliquais, la première difficulté que rencontrent les néo-paysans, c'est souvent l'accès à la terre. Nous, on a eu la chance que notre dossier SAFER soit accepté. Il y a quand même des manières maintenant de faire un peu de lobbying pour que ça passe, puisqu'ils sont censés mettre en priorité le bio, les jeunes, les diplômes agricoles, et si possible des natifs, donc là c'était une terre à moitié familiale. Donc on a eu la priorité, ils n'ont pas pu s'y opposer en tout cas, parce que le voisin voulait évidemment récupérer les terres pour passer de 300 hectares à 302, ce qui lui aurait changé la vie évidemment, vous imaginez bien. Donc, on a donc conservé ces 2 hectares qui étaient une ancienne parcelle agricole céréalière conventionnelle, donc chimique, très abîmée. Sur la partie familiale, qui est de 5000 m² plus un bois de 3000 m², on avait 80 cm de sol. Sur la partie des 2 hectares en céréales, on n'en avait plus que 40. Donc c'est pour vous dire, post-guerre, en une quarantaine d'années, qu'est-ce qu'on a pu faire de ce sol? Il était complètement déstructuré, il n'avait plus aucune vie, ni au-dessus de la terre ni en dessous, et on avait perdu quand même la moitié de son épaisseur. Donc le sol pour nous c'est quand même essentiel, c'est ce qui nous nourrit depuis des générations et des générations. Si on perd ce sol, ça va être quand même compliqué de se nourrir en conteneur hors sol. On se met d'accord? Voilà. Donc c'est quand même une priorité de conserver ce sol et de l'améliorer. Donc c'est un peu notre mission de paysan, c'est pour ça que ce mot est important pour nous. C'est celui qui prend soin de son pays et qui ramène de l'humus, qui va planter des arbres. Là, c'est la première chose qu'on a faite sur ces 2 hectares. Donc là, vous voyez les 2 hectares à gauche. Et je crois que sur la prochaine, on voit un peu mieux. Voilà. De quoi on est parti de ça. Non, mais quand je regarde, ça me fait... On est parti de ça, donc 2 hectares complètement nus et déstructurés. Et de l'autre côté, 8000 m², dont 5000 m² de prairie où il n'y avait que des ânes et donc qui a pu passer en bio direct et un petit bois. Une petite forêt nourricière qui nous aide bien aussi sur plusieurs sujets. Donc la première réaction, ça a été de planter des arbres sur ces 2 hectares. Je n'ai pas la photo après, vous la verrez après. 300 arbres fruitiers, donc on travaille en agroforesterie. L'arbre nous aide énormément dans notre écosystème puisqu'il va s'enraciner, maintenir les sols,
capter l'eau et les minéraux pour les légumes, recréer de la vie à un écosystème puisque c'est un abri et c'est de l'alimentation pour la faune. Donc on peut déjà dire qu'en 6 ans, on a plus de 60 espèces d'oiseaux qui sont revenues grâce à ce travail de reforestation, comme ça, et de recréation d'un écosystème qui fonctionne. Donc préservation des sols, amendement par l'humus, développement de la biodiversité, abri, etc. Donc les nichoirs, les perchoirs, enfin, on a mis vraiment en marche pas mal d'actions agroécologiques qui fonctionnent. C'est la bonne nouvelle, en 6 ans on récupère du sol, de la vie, de la biodiversité, c'est faisable. Après c'est beaucoup de boulot, donc j'ai essayé de résumer ça dans le livre, et surtout dans l'intérêt que ça serve au maximum de personnes, parce que ce qu'on a entrepris, finalement c'est encore assez neuf, c'est encore assez nouveau, et il y a peu de littérature là-dessus, il y a peu de retours d'expérience de gens normaux. On est parti avec peu de budget, on n'avait pas forcément une formation là-dedans, et on n'était pas enfant d'agriculteurs, donc la bonne nouvelle c'est que c'est faisable. Notre combat, ça a été surtout les variétés anciennes, ça continue à l'être, puisqu'on sait que c'est notre actualité, que c'est un vrai challenge légal de pouvoir cultiver ce qu'on veut, de toute la biodiversité qui existe encore, alors qu'on en a perdu 80%. Aujourd'hui, les 20% qui nous restent, on va essayer de les garder. Et donc on est militant puisqu'on cultive 75 variétés de tomates, dont aucune quasiment n'est sur le catalogue officiel. Donc on est complètement illégaux là-dessus. On fait de la reproduction de semences sur la ferme, parce que pour nous c'est important, ça préserve les variétés et surtout ces variétés s'adaptent. Donc ça nous favorise notre développement économique puisqu'on a un meilleur rendement les années suivantes. Ça aussi c'est quelque chose qui est encore dans le flou juridique, on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous tomber dessus, on nous dire ah ben non vous ne pouvez pas récupérer vos graines. C'est ce qui se passe avec les céréales. Donc là aussi il y a un combat à mener. Aujourd'hui, on a 100 espèces végétales qui sont cultivées sur ces 2,8 hectares, pas dans la totalité des 2,8 hectares, vous avez compris, on ne cultive pas tout. Il y a des zones tampons, prairies, jachères, plantations d'arbres, etc. Mais donc ces 100 espèces différentes végétales ont elles-mêmes chacune au minimum 10 variétés, ce qui nous amène à plus de 1000 variétés cultivées par 2 personnes, avec des stagiaires et des chantiers participatifs à Mapien. Et donc c'est fou la vie qu'on peut créer à si peu de personnes. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. J'essaie de trouver des bonnes nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles. Donc voilà ce que ça donne en termes de tomates et de variétés différentes qu'on ne voit pas trop sur les étals et qu'il est possible de faire pousser même à un niveau de particulier. Et donc on travaille très peu en hybride, on a quand même été contraint de le faire sur certaines variétés, mais en précisant bien, il y a en complète transparence après consultation des Amapiens qui voulaient avoir les tomates moins chères et plus vite dans la saison. On leur a dit, nous on ne peut pas faire en variété ancienne, donc sinon c'est l'hybride, c'est du plan greffé, on achète tout fait, on plante. Alors que toutes nos autres tomates variétés anciennes sont faites à la maison et sont reproductibles, ce que ne sont pas les hybrides. Et sont beaucoup plus chargés en minéraux que les hybrides. Et ça, c'est le choix des Amapiens, et donc on respecte aussi leur démarche là où ils en sont, les efforts qu'ils sont prêts à faire et qu'ils ne sont pas prêts à faire. Donc c'est pour répondre un peu à la demande. On va voir un peu plus près. On travaille en circuit court parce que pour nous c'est important de connaître les gens en fait, qui profitent de notre travail, parce qu'on se donne de la peine. Et donc le lien social est extrêmement important dans nos projets de ferme. La ferme semble le système le plus évident, mais il ne peut pas être seul. Nous avons donc créé une boutique à la ferme qui est ouverte les samedis après-midi et qui mobilise beaucoup de monde. Donc on a été content de voir que ça fonctionnait. Les gens viennent à la ferme, acheter des légumes, des œufs, des confitures, acheter quelques plants quand c'est la saison. Et ensuite on travaille avec la restauration gastronomique. Pareil, on a demandé, ça s'est négocié et ça s'est vu de façon intelligente avec le restaurateur, les restaurateurs qui viennent à la ferme. Ce qui nous évite de perdre du temps en livraison, ce qui n'est pas notre métier principal, et qui leur permet en plus d'être inspirés par la nature et l'écrin, l'oasis qu'on a créé. Parce qu'aujourd'hui, dans la restauration, il y a quand même une déconnexion avec le produit de base. Le plus important dans la cuisine, c'est le produit. Et donc pour les chefs, c'est très important aussi de faire de la pédagogie. On fait de la pédagogie tout le temps avec tout le monde au final. Et les restaurateurs, en venant, se rendent compte de comment ça pousse,
de la différence des variétés, de la difficulté qu'on rencontre aussi à faire pousser, avec la météo, avec les intempéries qui nous arrivent. Il y a un rapport humain très important et qui change complètement la relation commerciale. On n'a pas l'impression de faire du commerce aujourd'hui. On a l'impression de faire de l'échange gagnant-gagnant. C'est ça aussi dont on est fier, parce que je sors du commerce et c'était pas pour être là, voilà à quoi ressemble la ferme aujourd'hui. Donc on a 4 serres, une petite 5e spéciale fraise. On a donc le bosquet au milieu qui a bien poussé. Et derrière, vous avez les 2 hectares, donc les 300 arbres fruitiers qui sont en agroforesterie, où on cultive entre les lignes et sur les lignes. Et on fait des parcelles jachères, exprès pour la biodiversité, où il y a une jachère spontanée qui se met. Alors on a créé aussi une association qui s'appelle Éphémère pour supporter un peu tous les projets, les sollicitations qu'on a de pédagogie sur ce qu'on a réalisé, de transmission. Et on est une ferme d'avenir dans le groupe, dans l'association Ferme d'avenir, on est une des fermes d'avenir. Et c'est pour ça qu'on est open data, c'est-à-dire qu'on transmet un petit peu tout ce qu'on a pu expérimenter. Tous les chercheurs sont les bienvenus, les comptes sont ouverts, nous on explique tout ce qu'on a traversé sans langue de bois. Pour nous, ce qui est important, c'est aujourd'hui que notre initiative serve à d'autres. Parce que ces fermes-là sont, 1, réalisables, 2, super kiffantes pour ceux qui le font, parce qu'on se réalise à travers ça, et 3, souhaitables pour l'avenir de l'humanité. C'est un beau challenge, et donc si ça vous tente, on essaiera de vous aider autant qu'on peut, avec Ferme d'avenir, avec le FNR, avec la Ligue des livres, avec les formations qu'on donne de temps en temps, quand on arrive à trouver du temps, parce qu'on reste maraîcher. Et c'est quand même beaucoup de boulot déjà. Mais c'est un projet qui pour nous a beaucoup de sens. Bon après, là on va parler plutôt de... Je vais revenir là, mais... Après moi je suis plutôt là pour répondre à vos questions, donc je ne sais pas s'il y a des porteurs de projets parmi vous, s'il y a des barrages, des choses que vous aimeriez éclaircir. Je suis un peu là pour répondre à ça. Je suis venue de la Normandie spécialement pour vous, donc j'espère que je vais me rendre efficace par rapport à vos interrogations. Et donc je vais être un peu plutôt par rapport à vos demandes. Pas trop parler de ce que je pourrais parler des heures sur mon métier, sur mon aventure, sur tout ça. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir en quoi je peux vous être utile ce soir, et je suis à votre disposition en tout cas. Merci. Juste un mot, parce que c'est toujours difficile de faire de promotion. Moi j'ai lu son livre, je l'ai dévoré en 2 semaines, je vais faire un jour aujourd'hui. Et je vous le conseille parce que c'est très pratico-pratique. Et il y a énormément de théories sur la permaculture que vous pouvez trouver à Fnac maintenant, des dizaines de bouquins. Et que parfois on peut se perdre, on peut croire que la permaculture c'est hyper simple et ne pas connaître les bases du maraîchage ou de la culture tout simplement. Donc du coup là, vous avez invité, à mon avis, de perdre du temps dans des bouquins ultra théoriques. Et après, un conseil aussi, c'est d'aller voir directement sur le terrain, peut-être à la ferme de l'école ou ailleurs, parce qu'en tant qu'urbain, on fantasme un peu sur ces sujets-là. Donc rien de mieux qu'aller directement faire des stages à la surface. Alors en fait, j'aimerais savoir comment ça s'est passé le montage juridique de votre entreprise Exploitation Agricole, votre parcours un peu champ d'agriculture, LSA et compagnie, et comment vous dispatchez les différentes activités, parce qu'en dehors de l'agriculture en soi, il y a aussi vos activités de pédagogie, de formation et tout ça. Est-ce que ça rentre dans l'activité économique de l'exploitation? Est-ce que c'est différent? Alors le parcours administratif, donc on est entre entreprise individuelle, territoire et chef d'exploitation, et je suis conjointe collaboratrice. Ça veut dire que aucun de nous est salarié, nous sommes entrepreneurs. On se rétribue sur nos exploitations en fin d'année. Les gens ont mal à se dire, parce qu'on nous demande souvent quel est votre salaire, quel est votre salaire. Déjà notre salaire, c'est notre satisfaction à voir que ça pousse. Non, voilà. Et puis on a fait des choix économiques. On a fait des choix économiques, c'est-à-dire que la plupart de notre bénéfice est réinvesti chaque année pour nous aider à terminer notre salaire. On n'est toujours pas terminé. Si
6 ans. On est en 6e année de production, et il y a encore des travaux à faire. Mais quand on part de zéro, il faut bien dire. Quand on part de zéro, il faut bien dire qu'il y a un minimum d'investissement quand même. Nous, on est parti avec 15 000 euros. Aujourd'hui, on est à peu près à 80 000 euros. Et on a touché quand même des aides. Il faudrait déduire un peu les aides aussi. Mais en gros, la ferme, aujourd'hui, elle a capitalisé 80 000 euros d'installation pour construire toute l'infrastructure. Parce qu'on a créé un bâtiment, parce qu'il n'y a pas de bâtiment agricole. Donc tout ça pour dire que c'est quand même un chemin. Oui, donc la MSA, évidemment, on y est. Et on a fait le parcours à l'installation de la Chambre d'agriculture qui est incroyablement absurde. On te demande de faire un PDE, donc c'est un plan de développement économique, un business plan, et tu es obligé de passer par la Chambre d'agriculture si tu veux les aides, et ça te coûte 1 000 euros. Et je dis, mais je fais l'école de commerce, je peux faire un business plan. Ah mais non, vous êtes obligé de passer par la Chambre d'agriculture, évidemment. Et ensuite, on te fait signer un contrat, pendant 3 ans, tu dois payer 600 euros par mois pour te faire suivre en données technico-économiques, alors qu'ils n'en ont aucune, et qu'en fait, ils se servent des tiennes pour vendre ensuite de la presta. Donc, je suis partie en guerre. Et aujourd'hui, ça a changé en Normandie, parce que chaque département, évidemment, chaque région a ses règles, a sa chambre d'agriculture plus ou moins ouverte, etc. C'est aussi une histoire d'individu. Mais ça a été quand même assez rageant de voir les lourdeurs, surtout que l'aide finale n'arrive qu'un an après, 1 an et demi après. Donc en fait, tu as d'abord craché avant de récupérer. Ce qui n'est pas du tout une aide à l'installation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à changer. Mais on est passé dans ce parcours-là. Surtout qu'ils t'imposent une comptabilité pendant 5 ans. Alors qu'en dessous de 80 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas à en fournir une. Mais ils t'imposent un contrôle pour eux. Donc ce qui te coûte 1 200 euros au minimum par an pendant 5 ans. Donc que des choses très réjouissantes, et j'en parle dans mon bouquin, c'est quand même assez rageant, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Mais on a besoin de se structurer pour ça, et pour porter la voix là-haut, et leur dire, mais c'est pas comme ça que vous allez aider les néo-paysans à s'installer. Surtout sur des micro-fermes, chaque millier d'euros est très important. 2 000 euros, on achète une serre. Donc c'est pas stupide de donner à la Chambre d'agriculture qui est censée nous aider. Plein de choses comme ça. Il y avait d'autres... Bon, la question a été longue, alors... Ah oui, alors on a donc une entreprise agricole qui a pour but d'être rentable au niveau de la production agricole et de la vente agricole et qui ne fait que ça. Ensuite, on a une association sans but lucratif qui a pour seul but de diffuser, de faire la promotion, de supporter les formats pédagogiques et de salariés, qui a un salarié en insertion et donc de payer le salaire du salarié. Et donc nous, on n'est absolument pas... c'est pas pour eux, les deux sont complètement différenciés. Mais pour nous, ça nous permet d'avoir un support pour pouvoir faire tout ce qu'on faisait à côté qui n'était pas légal dans le cadre de production agricole pure. La France, c'est assez comme ça. Bonsoir, merci pour votre présentation et votre envie de partager votre expérience. J'ai 2 questions. J'aimerais savoir comment vous avez choisi le terrain, parce qu'après tout, quand même, que l'histoire doit être vaste, vous ne l'avez pas encore savoir comment ça se passe et comment vous avez des critères. Et j'aimerais être plus intéressée par la partie de boisier et comment est-ce que vous, par rapport aux arbres qui sont déjà là, est-ce que vous montez un verger, si je comprends mieux, est-ce que vous arrivez aussi à faire autre chose que d'autres arbres dans cette parcelle, etc. Savoir ce qui se passe. Le foncier, comme je l'ai expliqué, c'était de l'opportunité, puisque les 8 000 m² étaient déjà à la famille des Bois, et que du coup 2 hectares se sont libérés. Non. Donc c'est là qu'Edouard a lâché son travail, un peu comme moi, on fait chacun de notre côté, on s'est fait la taille. Et donc lui, il était fonctionnaire carrément, donc il a posé sa dame de fonctionnaire, ce n'est même pas tous les jours, je pense. Et suite à cette opportunité des 2 hectares qui se sont libérés, maintenant au terrain familial. Donc c'est une opportunité, et encore une fois, on a été très chanceux, c'est pas le cas de tout le monde. La plupart du temps, les maraîchers se contentent de l'OSR. Ça a toujours été comme ça, et j'espère que bon, on trouvera de meilleurs cas pour les prochains, mais c'est quand même assez difficile. Et sur la deuxième partie de question, donc sur la partie céréalière, anciennement céréalière, on a planté un verger où les arbres sont espacés de 8 mètres, donc c'est de l'agroforesterie. Évidemment, des choses poussent en dessous. Sinon, ce serait juste un verger comme d'habitude. Là, sur les lignes d'arbres, on a des framboisiers, des classes, en fait, des cultures qui restent en face. Et entre les lignes sur les parcelles, une ligne sur 2, une parcelle sur 2, est cultivée en annuel linéaire.
Et sur le petit bosquet de 3 hectares, on ne fait pas grand-chose pour l'instant. C'est un écrin, c'est le logement des oiseaux, c'est la biodiversité qui développe. On ramasse nous les baies, les noix et les châtaignes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore transformé cette zone-là. C'est plutôt une zone d'accueil, d'ailleurs pour les stagiaires et pour la biodiversité, puisque le binôme se trouve dans le petit lac. Un petit complément par rapport à l'urbain et au périurbain sur l'accès au foncier, un peu différent. Déjà, il y a une différence très forte par rapport à la construction des bâtiments, tout simplement. Je crois que, par exemple, Paris, c'est la 7e ville la plus dense au monde. Je vous laisse imaginer la concurrence sur le foncier. Mais ce qui se développe de plus en plus, et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on est régulièrement appelés par des acteurs de l'immobilier qui ont compris, qui répondent souvent à des appels à des projets, à des consultations de collectivités, et qui ont compris l'intérêt d'installer des fermes urbaines au niveau des écoquartiers. Et donc c'est assez intéressant de se renseigner, d'aller voir ces acteurs, même s'ils peuvent être considérés comme des grands méchants type Bouygues, Vinci et compagnie, mais de leur proposer justement d'avoir une partie foncière, de préférence de 2 hectares, dédiée à l'agriculture urbaine. D'autant plus qu'il y a un énorme paradoxe dans l'agriculture urbaine, c'est que là maintenant on arrive par exemple à dépolluer certaines friches, qui est en soi positif, mais à côté de ça, on passe énormément de temps à dépolluer des friches, et à côté de ça, il y a de la construction sur le périurbain, notamment en Ile-de-France, sur des niveaux et sur des terres ultra fertiles. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et c'est, à mon avis, le rôle de l'agriculture urbaine en termes de lobbying, c'est de lutter comme ça et d'aller directement aller chercher les terres les plus fertiles qui sont souvent à côté des villes, parce que les villes sont implantées à cause de ça, donc grâce à ça. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi je voudrais savoir si vous avez bénéficié d'aides directes ou indirectes sans lesquelles votre projet n'aurait pas pu être. Évidemment, ça vient tout seul. Merci. Alors, les aides directes financières ou non financières? C'est galère. Des aides d'État de la région ou alors des aides du Pôle emploi ou tout ça? Oui. Donc, les aides de l'État, c'est la création de l'agriculture. C'est pas parler, donc ils donnent 33 000 € au final, mais tu les récupères longtemps après, et après avoir payé 10 000 €. Donc c'est finalement pas mal. Ensuite, en aide régionale, on a eu des aides à l'investissement ensuite, il y a eu des aides, des coups de main tout le temps, quoi, de la famille, des chantiers participatifs. On a fait un crowdfunding l'année dernière, on en a relancé un, les gens sont derrière nous. En même temps, on leur rend vraiment quelque chose, c'est vraiment du gagnant-gagnant. D'ailleurs, je crois qu'il reste une semaine avant la fin du deuxième, si vous voulez. Mais derrière, il y a vraiment des légumes, il y a vraiment une formation. On n'est pas là à faire l'aumône, on a confiance dans notre système, il a été testé et approuvé. Maintenant, ce qui nous manque, c'est un petit peu de moyens financiers pour terminer, quoi. Mais je pense que la portée de ce qu'on a fait va perdurer et va pouvoir faire un peu tache d'huile. En tout cas, c'est ce qu'on espère en régional. Nous, on est vraiment en train d'essayer d'accompagner, de former les futurs néo-paysans qui s'installeront à côté de chez nous. Et heureusement, il y en a enfin qui arrivent, parce que la Normandie est le dernier, je ne l'ai pas dit, le dernier département, la Haute-Normandie, la dernière région de France en bio. Donc on est un peu le village gaulois au milieu de la pampa agro-industrielle, chimique. Donc on est content de voir un réseau enfin naître et des gens s'installer en Normandie, pas très loin de chez nous, pouvoir vraiment être fort en fait à plusieurs. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mutualiser, et c'est un peu le concept de véhiculteur, de ferme d'avenir, c'est-à-dire que maintenant il faut de la valorisation de toutes ces énergies. C'est énormément d'énergie. Je pense que ce qu'on a traversé, c'est quand même pas facile pour beaucoup de gens de le faire. On était costaud, on a eu de la famille avec nous, on a eu des amis avec nous quand on n'en pouvait plus. Et bon, voilà, on avait une force de caractère qui a fait qu'on a tenu le coup. Mais il faut vraiment faciliter les choses pour les autres. Là, pour moi, c'est ça qui est important et j'ai envie d'aller voir aussi, de vraiment se consacrer à aider les suivants.
Parce que oui, on a eu de l'aide, mais ça pourrait être encore plus facile pour les autres, quoi. Donc il faut se mobiliser pour ça. Les fondations, non. Bonjour, désolée, j'ai un petit problème. Merci beaucoup pour votre présentation à tous les deux. Je pose cette question qu'on me pose souvent et je sais que ça par passion. Et quel est le salaire que vous avez réalisé de votre côté? Et là, je vois que vous travaillez beaucoup surtout avec des chanceux participatifs et des stagiaires. Est-ce que vous pensez que les gens qui veulent s'y mettre, les filles, sans forcément venir les stagiaires ou les chanceux participatifs, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir et se dégager un salaire convenable? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un salaire convenable. Nous, on a revu notre consommation et nos besoins, en fait, à la baisse. Je ne suis pas rentrée dans un H&M depuis 6 ans, quoi. Je m'en fous. Je récupère des fringues de ma sœur. On se rend compte, quand on change un peu de mentalité, qu'il y a vraiment une consommation qui n'est pas nécessaire. On peut trouver des parades, on a été vachement dans la débrouille et on s'en sort très bien. Moi, j'ai jamais aussi bien vécu. J'avais un très bon salaire à Paris. Je payais impôts, taxes, direct ou indirect, loyer, prunes. C'est fou. J'ai plus tout ça. Donc aujourd'hui, je me contente de beaucoup moins d'argent et je profite beaucoup plus de la vie. J'ai beaucoup plus de liens, de sens à ma vie. Et on arrive à partir en vacances une fois par an. Donc moi ça me va. Après, toi, qu'est-ce que tu as besoin? Je sais pas. Est-ce qu'on peut se passer stagiaire? Évidemment. Maintenant oui, ça va. Est-ce que ça va vraiment descendre le chiffre? Je sais pas. Parce que les stagiaires, ça demande de l'investissement de notre part en formation. 2, ça a quand même un coût. Parce qu'on vit tous ensemble dans une ferme. Donc il faut payer le vécu, l'électricité, l'eau. Les compléments alimentaires, puisqu'on ne se nourrit pas que de légumes, pas encore. Mais bon, on achète de la farine, du grain, bio évidemment, donc on nourrit très bien les gens, parce qu'on se nourrit très bien aussi, on se respecte, on les respecte, donc c'est un coût. Donc si tu calcules, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment les et les stagiaires qui font notre chiffre aujourd'hui. Si on se base en gros sur une année normale, et c'est pas le cas depuis 2 ans, là on est en train d'encore traverser une année compliquée, 2016 a été tout grave. Et donc en 2015, on était à 60 000 € de chiffre d'affaires avec 60% de BE. Le BE, c'est dans le mode d'exploitation. On a quand même une très belle rentabilité tout en continuant à investir dans notre ferme. Donc ça veut dire qu'on n'a toujours pas terminé la ferme, mais quand elle sera terminée, on en aura largement assez pour vivre. En tout cas, c'est viable. Nos chiffres sont disponibles pour les stagiaires. Et puis c'est dans les études Ferme d'avenir, il y a une page type. C'est viable, après ça dépend. Si tu veux gagner un SMIC en maraîchage, c'est déjà quelque chose. J'ai vu qu'avec certains levées de loin, il y avait une étude de l'INRA qui disait voilà, c'était en 2100, 2500, et de toute façon c'était vraiment, on s'en super bien avec les 500 €, c'est-à-dire qu'on a réussi vraiment à faire de super infrastructures. Alors cette étude ne comprend pas l'installation, la création d'une infrastructure, tout ce qu'il y a à faire en dehors de la production, et c'est quand même basé sur un chiffre d'affaires. Il faut revoir un petit peu en recul et comparer avec d'autres fermes. Il y a eu pas mal de comparatifs qui ont été faits. La plupart des maraîchers, en tout cas avant 10 ans, ne gagnent pas si bien. Avant 10 ans, avant d'avoir vraiment installé un process qui fonctionne, un modèle qui fonctionne, on gagne moins, mais on n'achète pas la plupart de notre alimentation. On a très peu de dépenses de vêtements, on a très peu de dépenses de transport quand on fait tout sur la ferme. Il y a plein de choses qu'il faut prendre aussi. Le SMIC sur le compte, mais à côté de ça, il y a plein de choses que tu n'as pas dépensées. Donc il faut revoir en perspective à chaque fois les données qu'on vous donne. Et voilà. Pour le coup, nous, en tout cas, les maraîchers périurbains sur la ferme de Valenciennes, la plupart sont payés au-dessus du SMIC, mais ont évidemment beaucoup plus de charges. Déjà, ils n'ont pas leur contrôle alimentaire. C'est des maisons qui ne sont pas forcément aussi jolies que le ferme. Donc après, c'est un ratio. Salaire plus élevé, charge plus élevée. Je ne suis pas sûr qu'on soit véritablement gagnant sur le sujet. Et il y avait dans notre dernier chapitre, je crois qu'il y a un chercheur qui a travaillé, j'ai étudié. Et je trouvais très intéressant. Alors,
complète ça, mais c'était sur 3 types de fermes et il y en avait une qui avait peu d'investissement et du coup vous ne voulez pas faire d'emprunt, c'était plus compliqué au démarrage, et une autre qui avait, la dernière on va dire, qui avait beaucoup d'investissement et qui du coup a pu s'installer très très vite et à faire beaucoup de production. Mais au final, c'est pas forcément la plus viable économiquement, parce qu'on peut vite être étranglé par les emprunts, par les charges, etc. Et puis même en termes de stress, on a des échéances. Et je crois que c'est aussi un petit problème du monde industriel, c'est ces investissements qu'on demande avec la Commission européenne et ses instances. Merci. Complémentaire de ce que je dis. C'est vraiment les débuts. Il y a des terres agricoles, il y a des terres qui sont. Vous avez parlé de la SAFER. Pourquoi prendre une terre agricole et un statut d'exploitant agricole? Il faut un diplôme agricole pour être prioritaire. Et comme tu auras forcément quelqu'un qui a un diplôme agricole qui va poser son dossier, c'est un peu ce qui est pas d'accord. C'est le minimum, c'est avoir au moins une capacité agricole. Ça peut être une valorisation des acquis. Si tu as fait ouvrier agricole pendant 10 ans, je pense que ça doit passer. Mais en priorité, il va prendre ceux qui ont la capacité agricole, le diplôme agricole. Ensuite, quand tu as des terres, que tu viens chez l'exploitation. Et quand tu as constitué ton entreprise. Alors, c'est du coup, c'est un diplôme, c'est un diplôme nu, je connais pas du tout. D'abord, n'importe quel. Il y a plein de façons d'avoir un diplôme agricole. C'est le plus stratégique, je trouve, pour des gens qui sont en reconversion, qui ont un petit peu moins de temps, qui ont peut-être eu l'habitude d'étudier et qui ont envie de se lancer et donc qui ne veulent pas attendre trop longtemps avant de se lancer. Le mieux, c'est le BPREA. C'est le brevet professionnel de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, qui maintenant se trouve en spécialité bio. Bio ne veut pas dire bio plus plus. On ne va pas forcément vous parler de permaculture et d'agroécologie, mais au moins on va vous faire une conduite culturelle bio, ce qui vous donne ensuite la capacité agricole et qui en plus permet de faire sur un an 10 semaines de stage et vous choisissez la ferme. Donc c'est là où il y a vraiment quelque chose avec... Mais non, il y a du monde chez nous. On est plein pour 2017. Mais du coup, c'est là où tu choisis un peu la ferme que tu vises, le modèle que tu vises. Et c'est très intéressant comme diplôme, et je trouve que si j'avais eu une année, je l'aurais passé. J'ai regardé, je crois que tu peux le faire en alternance aussi, ou soirée, week-end. Donc le BPREA, il se fait, alors c'est tout nouveau, mais il y en a un ou deux qui se spécialisent maintenant aussi en agriculture urbaine et périurbaine. Donc il y a des choses intéressantes qui commencent. Et après, il y a tous ceux qui sont parisiens. Vous pouvez commencer à l'école du Breuil, déjà plein de formations, c'est une journée, 2 jours, ils font des cours, c'est plus du potager que du maraîchage. Mais pour avoir une première approche, c'est assez intéressant, et vous pouvez y aller le samedi matin, voilà, je crois qu'il y a une proposition. Ce que je voudrais préciser, il y a Brie Contrebert aussi qui fait un BPREA, mais avant de vous lancer dans un BPREA, faites du woofing, faites des stages, mettez les mains dans la terre, faites-vous mal. Et après, on en reparle, parce que là, on voit quand même beaucoup de gens, en plus tu dis à distance, tout ça, ça me fait un petit peu peur, parce que j'en vois des poulets qui ont un BPREA, qui ne savent pas comment tirer sur un radis. Donc c'est... Oui, on est perdu. J'en parle dans le bouquin, c'est trop beau. Mais de ce que j'ai vu qui fonctionnait, de ceux qui sont passés chez nous et qui avaient l'air costauds, le BPREA, ça a l'air d'être bien. Je pense que c'est quand même pas trop de le faire en présentiel, parce que ça permet de rencontrer d'autres porteurs de projets, et c'est toujours riche. Ça permet de mûrir le sien, parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent, qui ont aussi des idées, toujours mieux à plusieurs têtes. Et que le problème à distance, ça peut être aussi de se l'avaler vite fait et puis pas vraiment conscientiser ce que c'est que le travail de la terre. Donc voilà, juste un petit warning là-dessus, c'est mon avis. Une question.
Bonsoir, merci. Beaucoup d'espoir. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais pour dire que c'est une bonne envie, c'est effectivement le sens de tout ça et la vie. Et beaucoup, ce qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui a été plus difficile par le tout ce que vous avez fait. Parce qu'on sait qu'on a tous des barrières, toutes les dépenses, et que voilà, tout ce qui a été pour vous, c'est très individuel et personnel, que le plus difficile. Encore une fois, et ça fait un peu rabat-joie, mais le physique. Pourtant, j'ai fait du sport toute ma vie, j'étais danseuse, mais la terre est basse. Qu'est-ce que j'ai souffert du dos, des genoux, le froid, la pluie. C'est pas que un beau temps comme ça, pas dans les jardins. Et quand il faut sortir, parce que les paniers doivent être faits, et on ne peut pas toujours dire à son copain, ah vas-y, c'est toi qui fais les poireaux, ça marche pas au bout d'un moment. Après, l'autre complexité difficile peut-être, c'est évidemment d'être à contre-courant, et il faut avoir le moral, il faut y croire, il faut être costaud, psychologiquement, parce que ça nous demande beaucoup de travail. On parle souvent de 70 heures par semaine, mais je pense qu'on en est vraiment pas loin, parce que finalement on s'arrête jamais. Parce que ça demande des compétences transversales. Moi, quand j'arrête de récolter les poireaux, je suis sur Facebook à publier une photo, ou à répondre à des mails, etc. Ou à écrire un livre. Donc finalement, on s'arrête jamais. On se lève, on se ferme, on se couche, on est mort de la ferme. Après, c'est pas seulement dans les champs. Il faut aussi se dire qu'il faut faire les papiers, il faut appeler les consommateurs, il faut répondre aux sollicitations, accueillir les journalistes, de plus en plus, tant mieux. C'est pour ça qu'on les reçoit, parce que c'est très important, ils ont un rôle à jouer en fait dans le rayonnement de ce qu'on fait. Et ça demande du temps, il faut travailler son discours. Donc bon, c'est beaucoup d'énergie et on a tendance parfois à devenir grognon, à devenir blasé, fatigué, parce qu'il y a une fatigue physique, mentale, ça demande beaucoup en fait. C'est nouveau pour nous. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler ou pas comme ça. Monsieur Hulot, je pense qu'il devrait nous aider, en tout cas j'espère vraiment. Oui, bah, on y croit. Pour le coup, nous on est beaucoup plus feignants, on va dire, parce que déjà c'est bac de culture, c'est surélevé, c'est pour le travail, c'est un peu moins physique, et parce que dans nos fermes, on va dire le responsable, c'est pas celui qui met la main à terre, en général il coordonne dans un profil d'entrepreneur, et après c'est des chantiers d'insertion, donc c'est les maraîchers en insertion qui vraiment fournissent son travail sur la terre. Nous on est plus là pour coordonner, superviser, faire quand on a envie, et quand on a envie on peut rentrer chez soi. C'est pas le même boulot, et c'est beaucoup moins fastidieux à faire. Mais peut-être aussi beaucoup moins valorisant par rapport à un travail commercial. Bonsoir et merci pour l'invitation. Hop, je suis là. Ça vous intéressé, je pense que je suis aussi dans les effectivement, il y a un peu de barrières pour se lancer, à se dire est-ce qu'on va apprécier en vie. Et j'aimerais savoir comment vous avez poussé, comment vous avez acquis, si vous avez lâché le travail pour pouvoir le main. Si vous avez des économies, vous pouvez libérer les premiers temps et les formations que vous avez suivies. Les formations, on s'est rencontrés avec Edouard au Bec-et-Loin, donc on a suivi la première année de formation, c'était une semaine par mois, et je ne suis même pas allée jusqu'au bout, puisque même lui non plus, puisqu'on s'est lancé dans la ferme. Après, c'était très théorique, c'est pas là qu'on a appris à notre métier, on l'a vraiment appris sur le tas, ce que je ne recommande pas parce que c'est s'accumuler des difficultés. Vraiment préparez-vous au maximum. Ensuite, on a démarré avec 15 000 € comme je l'ai expliqué. Donc c'était nos économies et lui il n'avait plus de chômage et moi j'avais encore un peu de RSA. Donc on a vécu comme ça. Après on avait la chance d'avoir une petite maison devant cette parcelle qui était en location par les parents. Ils nous ont fait cadeau d'un employé. Donc ça nous a mis le pied à l'étrier et puis dès qu'on a commencé à vendre des légumes, on avait des sous. Donc on a été très conditionnés par la production puisqu'on en dépendait directement.
Là, c'était pas pour faire du jour, on était sans filet, il fallait qu'on développe notre structure. Donc, ça a été tout de suite, on est rentré dedans. La première année, je crois qu'on a remboursé les investissements de départ. Je crois qu'on a investi 15 000, on a récupéré 15 000, quelque chose comme ça, qu'on a réinvesti une partie, etc. Et chaque année, on a fait pareil pour construire toute la ferme. Donc c'est faisable, mais on a eu la chance d'avoir une année à peu près correcte la première année qu'on s'est lancé et d'avoir des gens pour nous acheter des légumes, d'avoir du soutien. C'est donc garantissez quand même peut-être un peu plus de matelas, surtout s'il y a des enfants. Nous, on n'avait pas d'enfants, donc c'est moins stressant aussi. Mais quand on a une vie de famille, quand il y a beaucoup d'enjeux, ou qu'il y a des remboursements autres, d'anciens crédits ou que sais-je, garantissez-vous quand même. Voilà, c'est pas toujours facile, il y en a qui n'y arrivent pas aussi. Je veux pas essayer de faire une success story qui serait inatteignable, c'est faisable, mais il faut s'armer de patience, il faut être humble, il faut revoir ses besoins, il faut travailler beaucoup, il faut être bien entouré, quoi. Il faut être aussi... ça peut être faisable tout seul aussi, mais même tout seul, il faut être bien entouré, parce qu'on ne fait rien seul. C'est même un métier complètement nouveau, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, quoi. Et bien préparer son projet. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, il y a des stages qui sont faisables, il y a vraiment... donc maîtrisez à fond votre sujet, votre concept, même si forcément on ne maîtrise pas toujours tout, mais mettez le maximum d'arguments de votre côté, quoi. Bonjour, j'ai une question sur comment se passait la transition de vente de votre production. Comment vous avez commencé à vendre et comment ça se passe maintenant? Au tout début, la première année, le petit chiffre qu'on a fait, là, de 15 000 €, c'était principalement en panier paysan. Donc c'était un pré-AMAP, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait un site internet, un Facebook, qui nous a amené quelques personnes intéressées, à qui on a transmis une liste. On a réussi à faire ça, est-ce que ça vous intéresse? Et les gens, ils ont vite marché, quoi. Une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui font toujours partie de la MAP aujourd'hui, qui nous suivent depuis le début, et c'est eux qui nous ont fait vivre. Donc on les remercie tout le temps dès qu'on peut, parce que c'est eux qui ont constitué le petit noyau dur du départ. Ils attendaient vraiment qu'on arrive, parce que c'était un peu les convaincus du coin. C'était les militants écolos, cachés ou pas cachés, quoi. Mais qui sont vraiment venus à nous facilement. On n'a vraiment pas eu besoin de faire beaucoup, ça nous a pas coûté d'argent en tout cas, que du temps pour mettre en ligne, etc., communiquer un petit peu. Et donc c'est avec ça qu'on a vraiment démarré, et ensuite on est passé en AMAP l'année d'après. Ça a été, pendant longtemps, l'AMAP a été plus que 50% de notre commercialisation, et petit à petit on est redescendu parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie. Plus vous multipliez les liens, comment je vais dire, les liens humains, plus vous augmentez aussi les problèmes de frustration, de pédagogie à avoir avec chacun, et ça peut être chronophage, énergivore aussi, d'être en 100% AMAP. Il y en a avec qui ça fonctionne bien. Nous on s'est rendu compte que ça commençait à être lourd à porter et qu'on préférait descendre un peu la part des AMAPiens et garder vraiment ceux qui savaient ce que ça voulait dire être dans une AMAP, parce que c'est compliqué, et le reste en boutique à la ferme, le samedi après-midi, pour ceux qui ne se sentent pas d'être dans un contrat, dans un engagement régulier. Parce qu'on fait des contrats quand même assez longs, puisqu'on fait des contrats d'1 an, 11 mois. Donc les personnes qui s'engagent doivent vraiment être sûres de pouvoir tenir sur la longueur, sinon pour nous c'est trop fatigant. Dans le profil que j'ai établi de l'utilisateur, avec une femme, jeune, parisienne, sans passif agricole évident. Et je voulais savoir en fait par rapport à ce que vous avez décrit de votre terme comme étant le dernier village gaulois de la Haute-Normandie, quelles sont vos relations déjà avec les agriculteurs environnants? Et je vais plus loin dans la question, à savoir est-ce que votre initiative a suscité une éventuelle remise en question d'agriculteurs conventionnels? Ce serait très prétentieux de dire qu'il y a une remise en question de leur part. Hélas, nos relations se sont un petit peu distendues avec le temps. Quelque part, plus on a été médiatisé et mis en avant, plus ça les a un petit peu... parce qu'eux, ils sont là depuis très longtemps, de génération en génération, et nous, on arrive de la ville et on va révolutionner l'agriculture. Même si ce n'est pas du tout notre positionnement, ça peut être perçu comme ça. Donc c'est toujours délicat. Nous, c'est absolument pas notre combat de s'opposer à eux. Ce qu'on veut faire, c'est montrer une autre voie.
donc on se concentre sur l'inspiration des gens qui veulent faire comme nous. Et là-dessus, ça a apporté ses fruits, parce qu'on a eu plus de 100 stagiaires qui sont passés à la ferme, il y en a plus de 20 qui se sont installés aujourd'hui, à différents niveaux. Hein. Ça peut être aussi qui ont finalement fait des gîtes avec une autonomie alimentaire pour leur restauration, ou un verger. Ils n'ont pas tous fait une micro-ferme maraîchère, etc. Mais en tout cas, ils ont fait un projet agricole derrière. Donc ça, pour nous, c'est déjà important. On est assez peiné des relations qu'on peut avoir autour de nous, mais c'est assez compréhensible. Je pense qu'on n'en est pas encore là où on est. On démarre quelque chose, on essaie d'expliquer un peu vers quoi on veut aller, on essaie de prouver des choses et il faut y aller doucement, quoi. Et en tout cas, nos portes sont toujours ouvertes pour les conventionnels. On a certains conventionnels qui sont venus regarder ce qu'on faisait. Est-ce que ça porte ses fruits derrière? J'en sais rien. On verra peut-être dans 10 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on les prend à part, la plupart nous disent on ne veut pas que les enfants vivent ce qu'on est en train de vivre nous. Et ils ont tendance à les inciter à regarder ce qu'on fait. Sans être vraiment sûr que ce soit la solution, et ils ont peut-être raison, hein, on a encore besoin d'expérimenter des choses, de maîtriser des choses, mais ils sentent déjà quand même, au fond d'eux, que c'est un peu la fin d'un modèle qui ne les rend pas forcément heureux. Après, les céréaliers, c'est quand même pas les moins bien lotis, donc il y en a qui touchent quand même beaucoup de pâtes et qui ont capitalisé et qui ont une vie très confortable aujourd'hui. Mais en termes de sens de leur vie, je pense qu'ils sont quand même attristés de la réaction citoyenne vis-à-vis de la chimie. Il commence à y avoir quand même beaucoup d'affrontements et ils ne sont pas du tout mis en avant, quoi. Et alors que je pense qu'ils sont malheureux de cette situation. Donc il faut vraiment comprendre que c'est un monde qui est en détresse, il y a un suicide tous les jours, ça commence à devenir une hécatombe. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'agriculteurs, et donc il y a un vrai mal-être, il y a un isolement, ils ont l'impression d'emprunter le mauvais chemin, ils ne l'ont pas vraiment choisi, ils ont souvent écouté ça de leurs parents. Et en plus, à un certain moment, on les voyait un peu comme des vainqueurs, quoi. Donc c'est un écroulement pour eux. Donc il faut, nous en tant que citoyens, vous en tant que citoyens, vraiment les voir comme des gens qu'il faut accompagner et pas forcément critiquer de front. On n'y arrivera que si eux aussi un jour nous suivent, quoi. Parce qu'ils ont toutes les terres déjà et ils ont vraiment besoin. Nous on change de vie, on fait le choix, on a le luxe de pouvoir faire ce choix. Eux ils sont prisonniers pour la plupart du temps de crédit, d'endettement, de situations familiales compliquées, isolées. Ils sont peu ouverts au monde extérieur et aux innovations. Donc voilà, pas forcément accès à tout cet espoir. Et donc il faut être vraiment, il faut les accompagner, quoi. Il ne faut pas les critiquer. On va gagner que quand tout le monde y sera, quoi. En tant qu'urbain ou néo-ruraux, on est peut-être plus familier à tout ce qui est concept marketing, communication, générer l'envie par un site internet attrayant, les réseaux sociaux. Et je ne suis pas sûr que les ruraux qui sont la génération maîtrisent ces outils. Et je pense qu'il doit y avoir une forme d'envie, jalousie, dégoût aussi peut-être, parce que c'est voilà, le marketing c'est assimilé à l'organisation, capitalisme, etc. Et pour autant c'est peut-être une partie des modèles économiques, de la communication, même la pédagogie, la sensibilisation. C'est tout un nouveau modèle à créer. Et après, c'est une question ouverte. Pour l'instant, c'est peu de micro-fermes. Mais quand on aura des centaines de milliers de micro-fermes, est-ce que ça marchera encore en termes de communication et pédagogique, parce qu'il y a peut-être plus de concurrence. Et donc, du coup, le modèle économique hybride ou pédagogie, je ne sais pas si ça fonctionnera. Bon, on n'en est pas encore. Hélas, on n'est pas encore là, mais je pense qu'on est capable, nous, de se métamorphoser plus facilement. On a quand même vécu des choses très différentes dans nos vies, et réinventer encore des choses, ce ne sera pas compliqué au final. On va sentir les choses venir. Si un jour, il n'y a plus besoin de faire de pédagogie, je pense quand même compliqué, on se renouvellera. Mais surtout, si tout le monde se met à manger bio et local, on a encore de la place là, si tu veux. On peut en créer des fermes avant qu'on se tire la bourre, parce que là on est vraiment dans un déficit de production légumière française hallucinant. On importe maintenant en produits bio la plupart. Donc là on a un boulevard devant nous de production à faire et à venir, peut-être par vous. Mais bon, on n'y est pas encore.
bien dans ton livre, il y a deux profils. Il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont de la bouteille et une grosse expérience agricole. Et par contre, c'est un peu comme le Titanic, pour les faire changer de cap, c'est pas très rapide. Alors que nous, les urbains, on a peut-être une très forte méconnaissance du milieu agricole, mais par contre on a une capacité de résilience et une capacité d'apprentissage, d'apprendre à apprendre, qui nous permet de rebondir un peu plus facilement peut-être, et voilà, d'être plus à l'écoute et de changer de cap s'il faut. Et je te rejoins aussi, il y a une étude qui a été montrée que sur l'Île-de-France, on pourrait quasiment être autonome d'un point de vue alimentaire.